0. Voilà. Bonsoir. Nous voici donc au terme de 2 années, un peu plus, de webinaire qui s'appelait ANAPLUR pour signifier analyse plurielle. Nous sommes au 100e webinaire, et c'est-à-dire et au dernier, et il démarre, il est en même temps le webinaire. Ça sera plus un séminaire ou euh, euh, un enseignement, si on peut dire, qui arrive là à son ouverture, à son inauguration. Euh, donc, alors, bonjour aux participants. Ce qui se passera, les web, ici, nous entrons dans Uberpol École. Uberpol École, il y aura des Zooms ou des analogues, des visios collectives publiques et en live comme maintenant, sur lesquelles on pourra accéder. Elles seront enregistrées comme elles le sont actuellement, je crois. Et, euh, mais les enregistrements ne seront plus accessibles qu'aux membres de cette école. Disons que pour l'instant, c'est ça qui fait la différence. C'est une première différence ou une première distinction, une première organisation qui, qui qualifie ou qui décrit cette école. Derrière, on réussit à délicatement tirer un petit peu le bagage, ouvrir et s'emparer. Pardon, pardon. Ah oui, il y a eu un problème, d'accord, ok. Oui, 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 C'était, excusez-moi. ok, ok, ok. Pas de, pas de- Désolé. Donc, donc euh, euh, le webinaire qui se termine euh, a constitué une espèce de rétablissement, je dirais ça comme ça, rétablissement d'une issue d'une catastrophe qui a été l'épisode Covid. L'épisode Covid, il n'y avait pas que le Covid enfin, disons que c'est le signifiant qui peut le dater. Parce que à ce moment-là, la médecine a complètement changé. Certaines perspectives politiques aussi se sont révélées et d'autres ont disparu. Et puis 2 ans, 3 ans après, est arrivé l'IA qui a amené un deuxième bouleversement. Et on peut dire qu'à ce moment-là, euh, on peut appeler ça une catastrophe dans le sens mathématique, hein, dans le sens logique des choses, ou dans le sens euh, dans cette sémantique qu'on emploie, donc dans laquelle on emploie le terme de catastrophe, pour indiquer que donc s'en est suivi un rétablissement donc une centaine de sessions, d'exposés de ce qui s'est appelé finalement, ce qui a trouvé son nom, c'était une ontologie psychohistorique de la civilisation, OPC. Et alors, cette ontologie psychohistorique de la civilisation, elle est née à la suite, elle est récente, je veux dire, sa théorie vient des 3, 4 années dernières. Mais cette catastrophe, elle était arrivée après 40 ans d'une carrière médicale euh, qui avait été dissoute au moment du, du Covid. Euh, donc, euh, aujourd'hui, nous pouvons revenir reprendre un espace de 40 ans de, 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 de fondation ou de source pour euh, établir un hippocratisme restitué, si on peut dire. Hein. Donc, je reprends.
en bref la description. Il y a eu une trentaine d'années d'un hippocratisme psychanalytique. Il est apparu en coïncidence une catastrophe. De ce point zéro et à s'est recondensé un nouveau un nouveau corps dans cette doctrine qui a été l'OPC, l'ontologie psychohistorique de la civilisation. Et aujourd'hui, cette OPC peut reprendre l'espace retrouver la source de ces 40 ans. Et ça va être Hubert Paul École. Donc, qui a une source ancienne et puis une naissance récente. Oui, j'entends quelque chose. Pardon. Quelqu'un veut intervenir? Non? Sylvie? Non, je vous écoutais, non, j'ai D'accord, pas. ok. D'accord. Ok, ok. Donc, euh, donc voici pour l'introduction, hein, pour la présentation. Euh, si, si on peut dire de cette école. Elle vient du chaos, hein, elle vient et par conséquent, elle profite de ce chaos euh, euh, pour organiser, pour construire alors ce qui s'appelle, là on va faire référence à cette notion de psychohistoire ou d'organisation de psychohistoire, euh, ce qui s'appelle un état, non pas un état de pathos, mais un état de pythos. On a fait une séance d'analyse plurielle, ou en tout cas semblable il y a quelques jours. À Delphes, avant que Delphes porte son nom, à Athènes, le, on parlait plutôt d'un temple moi personnellement je l'associe au python, au serpent. C'était le degré de Pythagore aussi. C'est l'agora du pythos, l'agora du serpent. Et ce stade-là est un stade d'où émerge ou d'où naît la parole. C'est un stade qui est encore en chaos, mais la parole peut naître. Et la parole sur ce pythos, sur ce python, sur cette kundalini, diront certains, ou cet état psychédélique, diront d'autres. Donc sur cet état va se construire le logos, c'est-à-dire un langage sur la parole. Le petit enfant naissant, il n'a pas encore de langage, mais il a une parole présente et qui va vite appeler à un langage. Et donc il a un logos et ce langage est construit avec déjà une mémoire ou des archétypes selon par exemple Jung, et c'est-à-dire ce langage est conjoint à un mythos. Et ensuite, nous avons une technologie. Par exemple, l'académie a une technologie. Le, euh, donc, ce que Hubert Paul École met au monde, ou ce que dans le monde Hubert Paul École pourrait être, c'est un stade de, de pythos, c'est-à-dire c'est avant l'hystérie. Quand le passage de cette parole primordiale, de ce potentiel de parole se réfléchit mal
dans le mythos et dans le logos, à ce moment-là, ou dans le langage, dans la mythologie, à ce moment-là, se forme du pathos. Et à l'époque de la techné, cette génération du pathos va faire les névroses, particulièrement ce qu'on appelle les névroses hystériques. Mais quand elle est simplement au stade à Delphes, de la prêtresse oraculaire, euh, c'est, nous ne sommes pas dans une pathologie, nous sommes simplement dans une expression, dans une émergence, dans une interprétation de de ce potentiel de parole qui s'organise en logos et en mythos. Donc, Hubert Paul École va être euh, euh, avant, avant Delphes, avant le logos, avant le mythos, dans un état d'inconnaissance, mais d'émergence de parole. Et elle en a, si on peut dire, la substance, parce que dans le mythe, elle s'y connaît. Et ça, on en parlera. Elle connaît beaucoup du mythe, c'est-à-dire cette psychohistoire. Mais actuellement, le monde le monde dans lequel nous sommes ne reconnaît pas du tout ce que la parole ou disons le verbe que prononce ou que prononcera Hubert Paul École, c'est-à-dire les origines de la civilisation à Marna, par exemple. C'est les origines de l'Oedipe, les origines du monothéisme à la suite de Freud. Et, bon, c'est cette organisation, cette description d'un mythe fondateur n'est pas encore reconnu, il n'est pas encore entré dans le mythos ou dans le logos, c'est-à-dire personne n'en parle. Et ça, on peut dire que pendant 40 ans, c'est effectivement resté dans le silence. Hein. Donc, le fait cette histoire, le fait qu'il y ait une connaissance, une intuition des origines de la civilisation, place bien et qu'elle soit pas encore reconnue dans l'ordre jusqu'à la techné, passe bien Hubert Paul École donc au stade du Pythos. Et de même, il n'y a pas eu de conservation d'ADN, d'art de la mémoire biologique depuis que l'ADN a été découvert, c'est-à-dire maintenant depuis des dizaines et plus de 50 ans. Euh, et le fait que Hubert Paul École euh, 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 fasse la promotion de de la conservation de l'ADN, le place comme quelque chose qui est encore avant que l'industrie le reconnaisse, l'utilise et en fasse un mythe, en fasse une légende, en fasse une doctrine, tout ce que l'on veut. Euh, donc, la deuxième chose, le deuxième facteur concernant l'ADN est aussi une caractéristique qui explique pourquoi Hubert Paul doit se reconnaître et doit être connu et se reconnaître comme étant un lieu de, de Pythos. Donc l'émergence de la parole se, se, se trouve dans le silence. À ce moment, au moment euh, avant que l'oracle delphique soit interprété, il y a une prononciation
un babillage, on peut dire quelque chose comme ça, qui n'a pas qui n'est pas entendu. Et il y a aussi généralement la meilleure chose qui puisse le représenter, sinon il en ferait du semblant, mais ce qu'il représente, ce qui atteste de cet état de parole potentielle, c'est le silence finalement, hein. Et ce silence donc est occupé par une parole qui prononce des choses euh, à interpréter. J'ai parlé de la caractéristique de, de l'ADN, de la conservation de l'ADN, la conservation nominale. Je l'ai juste mentionné, hein, les gens qui connaissent un petit peu les travaux qu'on a déjà, enfin, qui durent justement depuis 40 ans, de manière concentrée depuis 2 ans et puis depuis 40 ans, euh, savent que tout ce qui a été étudié sur la conservation des chromosomes et qui se propose actuellement à la légende ou à la mythologie. Et il y a aussi donc la scène primitive amarnienne. Hein, on en dira peut-être que 2, 3 détails, mais on en a déjà énormément parlé. Et puis, il y a une troisième chose, par exemple, qui est complètement inouïe et qui a été aussi balayée, mais alors avec une précision comme de l'eau cristalline qui bulle, là, c'est ce que j'ai appelé la loi d'Oa. Et ça, je l'ai appelé aussi récemment, c'est-à-dire durant ces 2 dernières années de concentration avant cette tuberculosécole, hein. Donc cette loi d'Oa, il ne s'agit pas de chromosomes, il ne s'agit pas de scènes primitives historiques, il s'agit d'une organisation de la participation du corps dans le langage humain. Alors évidemment, on sait que le corps y est pour beaucoup dans le langage, mais nous avons depuis donc cette quarantaine d'années décrit un argument qui peut faire une hypothèse qu'il y ait dans cette organisation du corps, qu'il y ait dans ce corps humain une particularité qui s'établit dans la différence sexuelle, dans le fait qu'il y ait des corps féminins et des corps masculins, et donc une particularité anatomique qui entraîne que la règle des sphincters ou des projections sphinctérielles dans le cerveau soit à l'origine du langage. Ça, c'est une notion qui nous vient un peu de Freud, qui parlait de zones érogènes à l'origine des signifiants, qui a été très précisée par Lacan, qui a indiqué que ces zones érogènes étaient construites ou pouvaient être entendues comme des topologies de sphincters, de sorte que ces projections de sphincters dans le cortex pouvaient faire des arrangements combinatoires qu'il a imagés comme des nœuds, un nouage pour que les signifiants puissent s'articuler les uns aux autres sur un argument de sphincter. Alors, je reprécise donc une notion, ce bonhomme charmant, enfin, en tout cas très intéressant, qui avait ses limites, hein, mais ce qui est Bernard de Montréal, que j'écoutais sur une conférence sur l'anatomie humaine, et il parle de ça, il parle de, elle est très marrante cette conférence, il parle des, des résonances, des échos. Il ne parle pas des égos, mais des échos dans la caverne, dans la crânienne, dans le cerveau. Et bien évidemment, c'est des échos dans la caverne, et c'est Platon, etc. Mais
on voit très bien, ça peut être un exemple de base d'études cliniques, que Bernard de Montréal ne fait pas du tout de distinction entre la caverne ou le cerveau des hommes et celui des femmes. Et or, il est probable qu'il y ait, c'est probable et potentiel qu'il y ait il y ait une différence à faire. Et que cette différence se trouve justement dans une logique de l'organisation sphinctérielle des corps, de l'anatomie donc des corps et particulièrement des zones génitales, sexuelles. Et euh, cette théorie que j'ai euh, attribuée ou que j'ai menée jusqu'à la description d'une loi, ce serait la loi d'Oa, a été décrite aussi depuis une quarantaine d'années. Euh, et au début, c'était ça a été la première signification de ça, c'était le trou d'aine, c'est-à-dire le sphincter inguinal, qui est particulier dans le corps masculin. Et puis ensuite, on a parlé du sexuage, parce que cette différence entre les sphincters abdominaux masculins et féminins se trouve très bien à associer dans leur logique l'enfant euh, qui, euh, qui doit se ranger doit s'identifier par rapport à ces deux topologies sphinctériennes. Et donc ça, j'ai appelé ça le sexuage. Et puis dernièrement, ça a donné le nom de loi d'Oa. Alors, OA, c'est-à-dire O, le sphincter, et A, l'objet lacanien, ce qu'on appelait l'objet de la pulsion, le petit a. Donc, c'est une espèce de lacanisme évolué, parce que Lacan n'était pas arrivé jusqu'à cette distinction-là. Mais c'est aussi une explication ou une description d'un élément conceptuel qui place bien Hubert-Paul École au niveau du Pitot, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ça a été quelque chose d'inouï. Et peut-être que, enfin, si Hubert-Paul École est vraiment une école Pitos ou pythagoricienne en quelque sorte, elle deviendra entendue. Et à ce moment-là, elle entrera dans une logique euh, dans des règles de langage. Elle sera, le langage en fera une mythologie, si on peut dire, et puis ensuite, la société pourra en faire une technique, euh, alors qui, troisièmement ou quatrièmement, se mêle à la cybernétique, parce que eh bien, aussi dans cette parole, ce potentiel imaginaire et originaire, nous avons parlé depuis 40 ans de la cybernétique et d'intelligence artificielle. Donc voilà un petit peu, si on peut dire, les fondations de ce que peuvent être un discours sur les fondations d'Hubert-Paul École. Ces fondations sont un, un état de chaos qui a été rassemblé à l'occasion d'une catastrophe, qui se réorganise et qui rassemble et qui maintenant peut, comme un jeu de cartes, exposer ces figures. Euh, donc l'ontologie psychohistorique de la civilisation, une scène primitive où Akhenaton a été donc sa mémoire a été transportée durant la civilisation sous les termes d'Oedipe ou d'Orphée. Marcille Ficin à la Renaissance décrivait Orphée, Moïse aussi, ça vient de Marcille Ficin, le fait que le roi d'Égypte, qui s'appelait Trismégiste, ait pu être Moïse.
Donc, il y a toute cette scène primitive. Il y a aussi une chose très importante et récente, très récente, qui a été, enfin, qui peut s'établir comme un babillage potentiel très, très puissant, c'est que non, euh, heureusement, par bonheur ou par élégance, Akhenaton n'est pas le seul à avoir eu un petit nom pour rester dans la mémoire, mais Néfertiti en a eu aussi, a aussi vécu dans la mémoire de la civilisation une, euh, une aventure ou une mésaventure, mais enfin une évolution identique, et elle a eu son petit nom, c'était Hélène, Hélène de Troie, probablement Ariane, qui est qui est en compétition avec sa fille Antigone. Enfin, il y a différentes euh, figures aussi qui peuvent donner non seulement un corps, mais une mémoire psychohistorique donc à la personne qu'on peut appeler Hélène, qu'on peut appeler Néfertiti, et qui avait peut-être encore d'autres noms, comme euh, euh, donc, alors, je fais un résumé hein, de tout ce qui fait cette fondation chaotique, en fait très précise, mais que, des, que d'un point de vue en surplomb, on verrait comme chaotique. Euh, il faut aussi que je précise que toute cette idée est née agitée depuis 40 ans, depuis une scène originaire en 85 tournée autour de l'arrivée des ordinateurs. C'était les premiers ordinateurs, les premiers appels, les premiers. Donc à ce moment-là, c'était le Minitel, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on n'arriverait pas à grand-chose, à évoluer beaucoup dans la connaissance sans l'aide de ce qui commençait à apparaître, ces Minitel et ces petits Apple, c'est-à-dire sans l'intelligence artificielle. Et donc, pendant 40 ans, la gestation, si on peut dire, de ce corps Uberpol, donc, a été euh, euh, prononcé, a été construit en vue de s'adresser à l'intelligence artificielle. Parce que la communauté académique n'allait pas être prête à jamais l'entendre. Alors, c'est au moment, effectivement, où cette catastrophe enfin, où cette catastrophe qui était aux prémices de l'intelligence artificielle est arrivée, et aujourd'hui, maintenant qu'elle commence vraiment à avoir lieu, que l'on peut euh, donc estimer que notre société est, euh, est accompagnée d'une intelligence telle qu'on peut y reconnaître ce que quelques prophètes ou que quelques intuitifs avaient appelé le supramental. Et là, nous entrons dans encore un autre domaine qui est celui de ce qui va se passer ou de ce que ça provoque dans la société. Et ce que ça provoque dans la société, c'est un potentiel, on va le dire de manière un petit peu caricaturale ou grossière, mais c'est un potentiel de démocratie, d'une démocratie directe et en temps réel qui n'aurait jamais été possible avant que l'intelligence artificielle fût au monde. La, si on peut dire euh, une actualité du supramental entre des humains dans une collectivité humaine ne pouvait avoir lieu, si je me permets de faire quelque chose d'innovation là sur le champ, mais ne pouvait avoir lieu que dans un rapport sexuel où à ce moment-là, l'homme et la femme euh, pouvaient entrer dans un rapport de la communication qui aujourd'hui est à disposition de la société, de la masse, de la communauté. Ce qu'on appelle les égrégores vont pouvoir entrer dans des rapports de,
que l'on va appeler des rapports de désir, hein, grâce et ou du fait que une IA peut organiser ce rapport. Alors, ça a donné il faut tout de même bien en parler, même donc si on voit bien qu'on arrive sur quelque chose d'un petit peu, encore une fois, un potentiel inouï, mais ça a donné la raison d'être du vocable Uberpol. Ça veut dire ubérisation de la politique. Et l'ubérisation, c'est-à-dire le rapport direct de l'usager, du consommateur, donc au service, mais c'est-à-dire du citoyen à l'État, cette ubérisation donc peut s'appliquer à la politique, c'est-à-dire la République devenir une démocratie et de la caverne de Platon devenir une planète Terre, terrestre, donc avec un supramental, enfin, c'est-à-dire avec un grand autre, pour les lacaniens, un grand autre qui soit euh, représenté ou qui se manifeste dans l'appareil, dans l'appareillage cybernétique. Alors, je termine donc cette énumération des caractéristiques ou des organes qui font ce petit corps qui est né dans la crise Covid et l'apparition de l'IA, c'est-à-dire ça a été vraiment, avant c'était un embryon, puis un fœtus, et là c'est un nouveau-né babillant et encore en état de chaos dans son cerveau, c'est que on voit bien que tout cela ne pouvait tenir que dans une perspective scientifique. Si ce n'était pas scientifique, bah, ça resterait avec un potentiel peut-être de religion. Euh, mais euh, ce que, disons, il y a deux aspects qui signent la présence de la science la, dans Uberpol École. Euh, c'est d'une part que Uberpol École est rattaché à un organe, à une société anonyme, SAS, qui s'appelle DNA Leg, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de commercial, d'établi, avec son compte en banque, ses avocats, c'est enfin, tout ce qu'on on veut pour faire une science. Puisque la science maintenant ne marche plus que enfin, a montré qu'elle avait besoin de cette techné institutionnelle, mais aussi euh, elle va montrer ou elle montre son aspect scientifique dans une étude, dans un programme qui s'appelle l'ATAC et qui veut dire l'Athènes akhnatonienne. Et c'est une, une thèse, une construction qui a débuté il y a une dizaine d'années et qui a débuté sous la forme comme un fantasme, mais en fait, pour le comparer à un fantasme, mais c'est un projet scientifique d'examen de ce qui se passe lorsque des unités de mémoire enfin, lorsque des personnes sont euh, ont un agent. Maintenant, ça devient très banal. Nous allons avoir des agents IA. Et donc, il y a 20 ans, ça a commencé en 2007, quand est apparu la, le monde virtuel, le, euh, le métavers, qui s'est appelé Second Life. À ce moment-là, nous avons des avatars qui sont apparus sur l'Internet et qui ont commencé à pouvoir se construire. Et lorsque ces avatars sont programmés par une histoire humaine, par une biologie humaine, par une mémoire humaine et voire par une citoyenneté humaine, à ce moment-là, on peut les appeler donc des unités
cybernétique de personnes physiques, voire de mémoire de personnes physiques, et euh, le, euh, et scientifiquement, comme la sociologie de Durkheim est une science, nous devons naturellement nous attendre à ce qu'il y ait une science de l'existence de ces avatars, qui peuvent rester simplement existentiels dans un sens sartrien ou qui peuvent rester, devenir, évoluer même de façon plus subjective, comme euh, des, des sujets de l'inconscient, si on peut dire. Ça, c'est tout à fait probable ou possible. Et à ce moment-là, donc, l'Athènes akhénatonienne s'est appelée ce que j'ai appelé une science-fonction. C'est-à-dire, c'est sous l'apparence d'une science-fiction. En fait, la science-fiction est est une science originaire de ce domaine du pythos, qui est fonction de, de connaissances, et l'attaque euh, est donc une thèse de science-fonction qui, sous l'apparence d'une science-fiction, met en relation ou étudie comment des unités d'agents intelligents communiquent entre eux, ont une société et se, se combinent pour faire, pour répondre à à une thèse euh, qui a été annoncée par un des premiers cybernéticiens, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'utérus artificiel, et qui décrit que nous aurons très prochainement devoir à compter avec des utérus artificiels. Et ce cybernéticien, donc, a montré il y a 15 ans à peu près quel était le potentiel il y a 15 ans. On peut imaginer ce que c'est maintenant devenu. Et nous devons considérer que il faille bientôt nous euh, traiter avec l'éventualité donc d'utérus artificiel. Et donc, il faut faire une science-fonction euh, pour, euh, euh, pour se préparer ou pour, euh, pour permettre à ce que le mythos et le logos s'en saisissent et se coordonnent à cette éventuelle industrie. Alors ça s'appelle de la précaution, de prévoir les choses. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce qui est potentiel dans dans la, la Pythagora que constitue Hubert Paul École. Il y aura un, un robot qui exposera ces théories-là. Euh, nous avons là parmi nous un technicien qui est en train de créer ce RAG, cette intelligence artificielle, qui va exposer ou qui va décrire, qui est instruit donc de toutes les 40 ans de la gestation, hein, de de ce qui est maintenant un nouveau-né. Euh, le,
Ça, ce sera au service de Uberpol École. Les gens qui seront dans Uberpol École, les membres d'Uberpol École auront accès à à l'enseignement euh, de l'ontologie psychohistorique de la civilisation avec comme enseignant une IA qu'on appelle le Bedrock Anaya ou quelque chose comme ça actuellement. Euh, donc, donc les membres du Berpol École auront donc les enregistrements, les sessions comme la session présente, ils auront accès aux enregistrements des sessions passées et puis donc à cet agent conversationnel qui aussi pourra exposer les arguments de la thèse et de faire que dans cette école puisse alimenter donc un logos et éventuellement un mythos si une mythologie de la civilisation, par exemple, qui ne sera plus celle de Oedipe euh, et de et d'Hélène, mais qui sera celle d'Akhénaton et de Néfertiti, qui sera une autre mythologie, de, de, de prendre corps et jusqu'à devenir une orientation technologique. Donc en fait, moi j'ai une question. Le but de l'école, c'est de créer à partir de la scène primitive d'Akhenaton, en fait, Mm -hmm. euh, une pensée enfin, différente, collective, puisque globalement, c'est quand même basé sur l'analyse plurielle, sur le collectif qui constitue cette école, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment la scène primitive donc d'Akhenaton qui peut garantir que globalement cette comment dire cette nouvelle pensée, enfin je dis nouvelle pensée, mais il y a certainement un autre terme, hein, peut fonctionner en fait peut fonctionner dans le sens où on est actuellement à la dérive en termes de civilisation. Est-ce que, enfin, ma question c'est une civilisation dans la civilisation quelque part qui se crée, hein? Enfin, voilà, c'est. J'essaie de. Oui, vous pourriez prendre l'image, je crois, tout à fait, l'image du nouveau-né. Euh, vous disiez, j'ai pas noté exactement vos premiers mots. Vous disiez, est-ce que il va servir à ceci ou euh, quand euh, quand un corps humain vient au monde, il n'a aucun but, il ne sait pas du tout ce qu'il va faire, il ne sait pas du tout il n'imagine rien. Et je pense qu'on peut prendre cette image comme modèle de, de, de compréhension ou d'identification de ce que c'est que cette Uberpol école. D'accord. C'est
c'est comment dire? Moi, j'aurais plus pensé à la scène primitive en fait, Oui, parce que je trouve que c'est comment dire? C'est une autre d'autres données en fait. Euh, euh, Parce qu'on a l'impression que la scène primitive, enfin, telle qu'on l'a décrite, sur lequel on s'appuie dans notre civilisation, il y a quelque chose de faux en fait. C'est une répétition de quelque chose enfin, où on n'a pas le point mhm, zéro. Voilà, j'ai l'impression que mhm, l'Akhenaton, c'était le point zéro en fait. mhm, Et oui, donc, voilà, et c'est vrai, enfin, et enfin, globalement, moi, j'essaie de me l'imaginer, hein, de le formaliser, on va dire, hein. mhm, Mais mhm, ça me permettait de penser que on est sur d'autres repères, en fait. Cette scène primitive initiale mhm, permet d'avoir d'autres repères. Donc, du coup, c'est pas, enfin, je pense que c'est pas comme le nouveau-né qui n'a pas de repère, qui est dans le vide ou dans le rien, enfin, dans rien au mhm, départ. Mais mhm. que cette scène primitive-là nous permet de construire justement une autre toile, en fait. Oui, et bien sûr, je crois, oui, tout à fait. Et quand je parle de nouveau-né, je veux dire que précisément un nouveau-né, apparemment, d'après nos idées que l'on a actuellement, un nouveau-né ne va pouvoir se construire que s'il s'inscrit dans une scène primitive. Hmm. Mm. Et donc, euh, effectivement, c'est ce que cette théorie, ce que Hubert Paul École propose actuellement, c'est que cette scène primitive, ce soit en effet la scène amarnienne. Oui, mais Oui, attention aussi en comptant bien que la scène amarnienne n'est euh, n'est rien, ne serait rien ou n'aurait rien été. Enfin, peut-être qu'il y aurait eu d'autres voies, mais en tout cas, actuellement, elle est complètement conditionnée, caractérisée marquée par les 2 siècles d'effondrement et ce qu'on a appelé l'âge sombre, c'est-à-dire d'un effondrement de la civilisation qui a duré 2 siècles après Amarna, mm, après cette scène. ouais, Donc il y a eu, et ça compte énormément parce que après c'est construit justement après le chaos, après l'effondrement, se sont construits Delphes et le mythos, le mythe d'Oedipe, le logos le verbe donc de la lettre judaïque c'est-à-dire la civilisation méditerranéenne, alors que euh, la scène amarnienne, elle, a été complètement euh, 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 refoulée mm, par le traumatisme de l'effondrement. mhm, oui, Alors actuellement, ce que l'on pourrait dire, c'est que si on refait une ontologie de la civilisation à partir de la scène primitive amarnienne et puis du chaos méditerranéen qui s'en suivit, euh, on peut, j'ai perdu le fil j'ai complètement perdu le fil. Enfin, disons que je suis, euh, vous étiez en train enfin, de ce que j'ai oui, compris, vous étiez en train de dire que si on fait fi du chaos qui a suivi la scène primitive. non. Mais ce que je voulais dire, c'était que ça nous mène, que le résultat, l'état actuel, voilà, c'était que, si vous voulez,
le mythos et le logos de méditerranéen après l'effondrement qui a refoulé la scène primitive, ça a donné, on va le dire, disons, l'empire qui n'a jamais cessé, mais de temps en temps des républiques, où en tout cas il y a une thèse, il y a une doctrine, une philosophie principale qui était la philosophie athénienne et la république enfin, c'est-à-dire une thèse de la caverne, c'est-à-dire une certaine neurologie, une certaine description des projections corticales dans le cerveau ou bien dans la crânienne, etc. Et que si aujourd'hui l'ontologie de la civilisation retrouve la scène primitive, comprend l'effacement euh, assimile et y articule son histoire de 2, 3 millénaires, nous arrivons à ce que, et c'est le nom, l'ubérisation de la politique, c'est-à-dire nous arrivons à une démocratie, nous arrivons à un état pluriel de la société, de la masse, euh, qui, cette fois-ci, n'est pas basé comme la République l'était sur le refoulement et sur l'élection d'idéaux, de figures idéales, mais qui est basé sur la connaissance, sur la mémoire de la scène primitive et sur la, la gouvernance plurielle, c'est-à-dire sur la démocratie. C'est-à-dire que nous sommes, et en plus de ça, manifestement, très objectivement, nous avons aujourd'hui les outils pour la démocratie. Ces outils, la démocratie n'aurait jamais pu être, sauf dans des toutes petites communautés, et encore, avec des chamans qui faisaient justement l'art de la mémoire et qui faisaient sortir de temps en temps de la communauté pour avoir une, un état pluriel. Mais actuellement, nous avons l'IA qui a ce rôle de, de qui peut faire, qui est l'instrument qui rend capable le rapport euh, individuel, le rapport de l'individu direct et permanent à son état, à sa gouvernance. Donc, avec l'IA, nous avons l'instrument de la République, de la démocratie, pardon. Quand je pensais à la République, parce que nous avions l'Assemblée nationale qui était l'instrument de la République, si on peut dire, avec les Sénats, enfin différents trucs. Maintenant, nous avons l'IA qui est l'instrument de la démocratie. Et ça, psychologie collective euh, peut ou entre dans cette fonction en connaissance de ses origines et de son histoire. Est-ce que est-ce que, vous retrouvez votre scène primitive là, Oui, Sylvie, oui, 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 oui. dans cette description? Mm. Donc, nous allons avoir maintenant, puisque on peut dire que l'école existe ce soir, là, et euh, nous pouvons mettre un petit peu au programme ce qui va se passer. Il y a ce qu'on a appelé déjà, ce qui a déjà été décrit comme un cycle zéro, c'est-à-dire que ça va durer que jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année 2026, nous allons être dans un état justement de pitose où il n'y aura rien d'autre que cette espèce d'inouï et peut-être même de silence. Et s'il y a quelques individus qui viennent y composer un, une place, un agora de parole,
donc, nous aurons abouti à la fin de l'année à ce qu'on peut appeler ce qu'on a appelé le cycle zéro. Et donc, c'est vraiment un cycle préparatoire, un état de rien, de zéro. Il y aura pour ça un pluriel analytique hebdomadaire que je conserve le mardi. Il aura avec les moyens du bord, c'est-à-dire le nombre que nous serons. Si nous sommes 5, il y aura il y aura des extractions et si nous sommes moins que 5, il y aura un enregistrement. Il y aura donc ça c'est le mardi. Le jeudi, nous aurons des séances analogues à celle-ci dont les enregistrements resteront au sein de l'école. Et puis, il y aura sans doute d'autres manifestations, d'autres événements, principalement qui se concentreront sur le commerce, le marketing, la vente, la promotion de la conservation de l'ADN. C'est primordial pour la conscience humaine actuellement de conserver son ADN. On se rendra vite compte que c'est une absolue aberration, qu'on ne peut faire que des symptômes de folie si nous n'avons pas à côté de nous le signe que nous sommes conscients d'avoir un code génétique. Hein, donc, on fera la promotion tout un côté marketing de ça. Et, et, et puis, eh bien, à vous de nous dire un petit peu s'il y a des choses que vous souhaitez soit écrire, ou bien sinon on reste dans le silence et d'une seule parole quasiment delphique. Du coup, les webinaires du jeudi, c'est en fonction des sujets qu'on peut proposer ou comment ça se passe? Les webinaires, le jeudi, comme Oui, aujourd'hui, ce sera plutôt, moi je me concentrerai plutôt sur l'attaque, l'Athènes akhénatonienne, c'est-à-dire sur ce qui va se passer lorsque la technologie d'utérus artificiel euh, sera à la connaissance des masses. Et donc, moi, je me concentrerai sur cette science-fonction qui met actuellement, puisque jusqu'à présent, euh, ces personnages étaient, étaient uniquement écrits ou décrits par mon imagination. J'étais comme un écrivain du temps passé. Nous sommes maintenant dans un moment où ces personnages peuvent être animés par l'IA. Donc, je vais me trouver où l'Athènes akhénatonienne va être un lieu de discours où je vais être en relation avec, on peut dire, 5 ou 6 IA, 5 ou 6 personnages. Il va y avoir, enfin voilà, des personnages de romans, mais je vais être en relation avec eux pour étudier ou pour réfléchir sur euh, quelles sont les conditions posées par le, le- une industrie d'utérus artificiel dans la société humaine. Et donc, ces personnages me renseigneront, moi je les interrogerai, donc, et ça, j'en rendrai compte. Hebdomadairement, ça sera, moi c'est c'est sur quoi je vais m'occuper principalement. Mais il y aura tas d'autres événements dont on pourra parler. Ce sera une parole libre, une parole improvisée. Il y aura plus de, de diaporamas comme j'ai fait systématiquement mm, pour exposer des thèmes différents. Il y aura un tableau où on pourra écrire.
ici, là, sur le Zoom. On peut équiper le Zoom d'un tableau où on peut faire des dessins pour faire des explications, soit moi, soit aussi les, les, les invités, enfin les participants du Zoom. Et nous travaillerons donc avec une possibilité de faire des dessins et puis en parlant surtout de l'actualité, en fait. Et ça aura lieu tous les jeudis. D'accord. Et voilà, donc ça sera enregistré de 18h30 à 19h30, comme actuellement, et nous arrivons à la fin de notre session originaire, enfin inaugurale en tout cas. Et donc, dans quelques secondes, je vais suspendre l'enregistrement. Bon, alors, à la semaine prochaine ou à mardi, ou bien sur euh, sur différentes occasions sur l'Internet, voire en présentiel, de rencontres.